realmente trabajar con él de una forma más ágil. Et puis je crois que je vous ai retenu pendant suffisamment longtemps, donc je vais plutôt m'arrêter là pour tenter de répondre aux questions dans une langue ou l'autre, préférence la première d'ailleurs. Et je ne vais pas en dire plus pour le moment. ¿Y de cuestión? ¿Alguna pregunta? Vous avez évoqué en début de présentation du disque protoplanétaire, vous avez évoqué un jet de gaz qui va dans la direction de l'axe. Ça rappelle un peu ce qu'on connaît avec les pulsars. On sait que les pulsars émettent un jet en direction là. Est-ce qu'il y a une relation, enfin je veux dire, est-ce que c'est un phénomène fréquent en astronomie qu'un objet qui tourne sur un axe, il y a émission de quelque chose le long de l'axe? Alors, c'est effectivement... en fait, c'est toujours le même phénomène. Essentiellement, d'ailleurs, la théorie, le mode opératoire d'un disque en rotation keplérienne, il n'a pas été inventé pour les disques protoplanétaires, il avait été inventé pour comprendre les étoiles symbiotiques, qui sont des étoiles binaires avec un disque autour de l'étoile la plus petite, en fait. Et donc c'est toujours le même problème. Pour former un disque qui continue à mettre de la matière qui tombe sur l'étoile centrale, il faut évacuer le moment angulaire de l'ensemble du système qui est conservé. Donc il y a deux façons de le faire. On prend une partie du disque, on le fait tomber sur l'étoile, et l'autre partie s'en va le plus loin possible. C'est la première façon. La deuxième façon, c'est qu'une partie de la matière qui tombe repart le long de l'axe, pas très proche de l'axe, et continue à tourner, et par un effet de bras de levier, va emporter une grande partie du moment angulaire. C'est ce qui se passe dans tous les systèmes en rotation, avec un disque et un jet selon l'axe. Mais on ne connaît pas les détails. Moi j'avais deux questions. La première c'est sur la différenciation moléculaire que vous nous avez montré. Quels sont les phénomènes physiques qui sont derrière ça? Et la seconde question, qui est plus anecdotique, c'est donc Paranal et la Scylla sont visitables aujourd'hui, l'ESO les fait visiter. ALMA, non. Est-ce qu'il y a une raison derrière cela ou est-ce que c'est un processus qui est en cours? Alors, donc je vais répondre à la deuxième qui est plus facile d'abord. ALMA, le site même à 5000 mètres d'altitude, ne se visite pas pour des raisons de sécurité. Pour monter à 5000 mètres d'altitude, nous-mêmes, on est obligé d'avoir des examens médicaux pour éviter tout problème lié à l'altitude. Bon, je l'ai dit, il y a des gens qui supportent ça très bien. Mais personne ne veut s'engager sérieusement en raison de la responsabilité que ça implique. Il est possible que, dans le futur assez proche, que la base opérationnelle à 3000 mètres d'altitude soit visitable, mais elle n'était pas finie jusqu'à très récemment. Peut-être une traduction de ce côté-là. La pregunta era ¿por qué ALMA no es visitable? Y la respuesta es que a 5000 metros, por cuestiones de seguridad, incluso los que trabajan allí habitualmente tienen que pasar ciertos exámenes médicos, por eso no está abierto a las visitas. El centro que está a 3000, le centre de contrôle à 3000 mètres, c'est visitable? Ça va peut-être être ouvert bientôt. Probablemente sea visitable en un futuro próximo cuando esté todas las obras terminadas. Et donc la première question qui était donc, pourquoi est-ce que certaines molécules se trouvent un petit peu au-dessus du plan et d'autres un peu plus bas, il y a une raison de chimie relativement simple. Il y a deux raisons combinées. La première, c'est que le plan du disque étant très froid, les molécules se collent à la surface des grains. On a formation de glace à la surface des grains, et pratiquement toutes les molécules vont se retrouver collées à la surface, donc presque rien en phase gazeuse. C'est pour ça qu'on n'a pas de molécules dans le plan du disque, il est trop froid. Et la deuxième, pourquoi certaines sont un peu plus hautes que d'autres? Alors, ça dépend des molécules. Par exemple, CN, c'est une molécule qui est très sensible au rayonnement ultraviolet qui est incident.
Donc à la surface, le rayonnement ultraviolet de l'étoile arrive, mais il n'arrive pas à pénétrer plus bas. Donc on a du CN à la surface, et les autres molécules, elles, vont plutôt avoir tendance à être en dessous. Et le CO, quant à lui, il est tellement abondant qu'il y en a à peu près partout. La pregunta era por qué esa distribución irregular de las moléculas, de las tres moléculas analizadas. Hay una cuestión de, normalmente estas moléculas van a unirse en los granos de polvo que están muy fríos, y como la zona central está dominada principalmente por el gas, es por eso por lo que se desplazan hacia otras zonas más frías donde está el polvo, donde se van a formar estas moléculas. Hay una segunda hipótesis también que tiene que ver con la radiación ultravioleta. S'il y a d'autres questions? ALMA permet-il de distinguer par exemple C12N et C13N ou bien C12N14 et C12N15, enfin des variétés isotopiques? Oui, les variétés isotopiques sont effectivement mesurables. Dans l'objet que j'ai montré ici, on a en fait l'émission des isotopes les plus abondants de CN. On a aussi fait des observations de l'isotope 13 du carbone de cette molécule et de l'isotope 15 de l'azote de la même molécule. On peut mesurer les rapports d'abondance des isotopes. La pregunta es si ALMA es capaz de distinguir entre isótopos 13 o 14 de carbono y o de otros elementos. La respuesta es que sí, que precisamente en estos gráficos hay isótopos distintos que se han detectado y se pueden medir con ALMA. Alors, remercier Stéphane pour la conférence et maintenant on va laisser la place à Luisa María Lara. Pasamos a Luisa María Lara, que viene del Instituto Astrofísico de Andalucía, y él va a nos parler a propos de Rosetta, que va a hablarnos sobre la sonda Rosetta.